Est-ce que vous m'entendez comme ceci? Ok, je demande votre attention. Avant d'entrer dans le sujet qui nous intéresse ce soir, c'est-à-dire la science des peuples, qui est donc la suite de la personnalité des nations, je voudrais faire une mise au point suite aux supposées allusions que j'aurais pu faire et qui auraient blessé quelques personnes susceptibles dans leur mémoire raciale, nationale et religieuse. Premièrement, j'ai dit que le régime français était une république. C'est vrai, mais je n'ai jamais dit que la France était une république. Bon, il y en a qui l'ont pris comme ça. Alors, loin de moi ces pensées, ces arrière-pensées. Deuxièmement, ça c'est pour la communauté française de Montréal. Deuxièmement, lorsque j'ai dit que les habitants du petit village de Méchin, en Gaspésie, étaient des Méchinois, c'est vrai, c'est un fait. Il n'y avait pas là d'allusion raciale ou séparatiste ou quoi que ce soit. Ça, c'est donc pour les Gaspésiens. Troisièmement, quand j'ai dit que les voies du Seigneur étaient impénétrables, il n'y avait pas là d'allusion face au clergé ou aux maladies, au MTS. Je ne faisais que répéter ce que j'avais appris dans le petit catéchisme, c'est tout. Alors ça c'est donc pour petite mise au point pour le Vatican. Et quatrièmement, je n'ai jamais dit que Léonard de Vinci était un homme frustré. Je n'ai jamais dit ça. Vous vous souvenez de cette conférence-là sur l'inhibition de l'action? Il était question des homards, les homards de Vinci, du restaurant de Vinci. Alors je m'en excuse auprès de la communauté italienne de Saint-Léonard. Il n'y avait pas d'intention là. Comme il est vrai de prétendre que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, il est faux de dire que c'est en sciant que Léonard de Vinci. Parce que ça n'a plus de fin. Ça, c'est pour mon ami André Ruffian, dans sa chronique journalière. Sans quoi, on pourrait dire aussi que c'est en buvant que Léonard de Vinci boire. N'importe quoi. Par contre, il est tout à fait exact d'affirmer que les habitants du département français de la Haute-Marne sont des homards nés. Ça, c'est vrai. Voilà donc pour ce qui est de rétablir la vérité, si toutefois j'avais à me justifier. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser les faits se faire. Attention, j'ai bien dit laisser se faire. Laissez les faits se faire. Interprétez pas trop vite. Vous voyez comment ça commence des malentendus. Alors tout ça, à travers tout ceci, n'oubliez pas une chose, c'est qu'un homme, une femme, un peuple qui a de l'humour, c'est un homme, une femme ou un peuple qui est adulte. Donc, plus il y a de mémoire raciale, nationale, religieuse, culturelle, moins il y a d'humour, moins il y a d'états adultes atteints par une communauté, un peuple ou une nation. Alors on accueille maintenant pour cette suite de la personnalité des nations, on accueille comme il se doit M. Bernard de Montréal. Nous voilà branchés. Voilà. Alors Bernard, on annonce aujourd'hui la science des peuples, donc la continuité de ce qu'on avait commencé sur la personnalité des nations. On avait eu malheureusement pas le temps de faire tout le tour des nations en question, puis il semble que le public avait beaucoup aimé cette conférence-là et qui a demandé une suite. Alors, on va revenir donc sur cette partie d'échec que joue le plan astral avec les humains, qu'il manipule au niveau de la mémoire ou de la conscience raciale et nationale. Et je vous rappelle qu'on avait vu, lors de notre précédente rencontre,
On avait fait le tour de la personnalité des États-Unis d'Amérique, du Canada, du Québec et de la République fédérale d'Allemagne de l'Ouest. Ça fait qu'il nous reste à peu près une soixantaine de pays à faire. On ne les prendra pas tous, on va laisser de côté le Liechtenstein. Quoique, ils viennent de doubler leur effectif militaire, ils sont passés de 8 à 16 hommes. Mais encore, ce n'est pas très important pour le conflit actuel. On va laisser faire Andorre aussi, on va les laisser dormir. Le Schleswig-Holstein, on ne sait pas où ça se trouve. Mais on pourrait toutefois, je vous soumettrai par exemple, soit les pays de l'Europe de l'Ouest, vous avez le choix aussi pour le Japon, l'Afrique, Afrique du Nord, Afrique centrale, il y a aussi l'Amérique latine, l'Australie, la Russie, l'Asie. Est-ce que vous voulez que je vous cite des pays et au fur et à mesure, vous pouvez m'arrêter et faire une intervention quant à leur personnalité? C'est très vaste, la personnalité des nations. Il faudrait plutôt m'en pointer une pour me faciliter le départ. Commençons par l'Italie. Bon. L'Italie, sur le plan cosmique, représente une nation qui a la fonction d'absorber ce que l'on pourrait appeler les déchets astraux de l'Europe. Autrement dit, sur le plan cosmique, l'Italie, de par son origine, de par son histoire, de par sa sensibilité, de par son esthétique, sa sensibilité esthétique, de par le caractère émotif de son peuple, a la capacité, la fonction en Europe d'absorber au cours de l'histoire les événements qui représentent sur le plan de l'évolution cosmique de l'Europe des déchets astraux, c'est-à-dire des événements qui ne sont pas le produit d'une politique créative, mais qui représentent plutôt une politique d'attribution, une politique d'expansion, une politique de dégénération. L'Italie est un peuple, est une nation très importante parce que dans un corps social, si nous prenons l'Europe comme représentant un corps social délimité géographiquement, il y a toujours dans un corps social des organes qui sont dans la région de la tête, comme la France, et qui vont de plus en plus bas. On ne peut pas naturellement utiliser la symbologie organique du corps humain ad infinitum. Il faut comprendre que les mots, que les symboles ne servent qu'à convier à l'esprit de l'homme une fonction d'ordre plutôt psychique, d'ordre plutôt paranormal qu'organique. Mais il existe quand même un corps européen et l'Italie représente, a comme fonction, je parle bien de fonction, d'absorber ce qui en Europe ne peut pas être utilisé pour des fins d'évolution créative sur le plan de la politique mondiale. Donc, l'Italie a une fonction extrêmement importante, dans ce sens que si elle n'existait pas, il devrait y avoir en Europe naissance d'une autre nation qui aurait cette fonction de représenter l'aspect, en apparence, occultement parlant, négatif de cette astralité, mais tout de même un aspect extrêmement important parce que l'on ne peut pas, dans un corps, justifier comparativement la tête avec le cœur ou avec les reins. Tous les organes sont importants. Donc, si je parle, ou si je commence, parce que je n'ai jamais parlé de ceci comme ça, si je commence à parler de la politique organique, cosmique, planétaire de l'Europe ou des pays, il faut bien comprendre que je ne m'adresse pas sur le plan symbolique
à ces nations, mais que j'essaie de faire comprendre que la réalité politique ou géopolitique d'un continent est une réalité qui se rapporte extrêmement de près aux fonctions organiques du corps matériel. Mais il ne faut pas, comme je dis, aller dans l'extrême de la symbologie, parce qu'à ce moment-là, on dirait, mais l'Italie, c'est le fond de culotte de l'Europe. C'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que le fond de culotte de l'Europe est extrêmement important afin de prendre, afin de récolter ce qui n'a pas été rassasié par les autres nations. Ce qui n'a pas été digéré, ce qui n'a pas été amené à terme, ainsi de suite. Et si l'on comprend les pays de cette façon, si l'on commence à comprendre la politique des nations à partir d'un engramme psychique, à ce moment-là, on voit plus facilement le phénomène d'interrelation politique, psychologique et psychique des décisions gouvernementales qui, souvent, à première vue, lorsque nous regardons la politique simplement d'un point de vue journalistique, ne semblent pas avoir de direction. Mais il y a toujours une direction à une politique. La preuve, c'est que Nostradamus, il y a 300-400 ans, a éveillé les esprits européens à l'évolution d'une politique certaine qui, au cours des siècles, s'est manifestée comme étant effectivement dans la direction que lui l'avait prédit. Quand je parle de Nostradamus, je parle de cet homme, de ce voyant qui a mis sur papier des intentions cosmiques, mais je ne peux pas m'associer psychologiquement à l'interprétation des êtres ou des écrivains qui ont pris son matériel pour le rendre public. Donc, je parle simplement de l'homme qui a vu, et de la même façon qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui voient, et de la même façon que demain, il y aura des hommes qui verront, parce que tout ce qui se passe sur le plan matériel n'est qu'une copie finalitaire de ce qui est jugé, autorisé dans les plans, dans les sphères. Donc, l'Italie représente, sur le plan européen, cette partie extrêmement nécessaire, capable d'absorber les déchets. Et nous voyons que l'Italie a rempli ce rôle durant la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'elle s'est liée d'amitié avec le nazisme allemand. Et nous voyons aussi que, sans le support psychique de l'Italie en Europe, l'Allemagne aurait été trop agressive. Autrement dit, si l'Italie n'avait pas existé en Europe, l'Allemagne aurait été beaucoup plus barbare qu'elle le fut. C'est le fait de l'Italie qui a permis que les égrégores de l'Allemagne puissent être amenés à une nouvelle distribution vers le sud, vers les pays d'Afrique du Nord, et ainsi de suite. Sinon, l'Allemagne aurait éclaté dans le centre même de l'Europe d'une façon réellement intégrale, d'une façon réellement occulte, beaucoup plus pénétrante, bien qu'elle le fût extrêmement. Donc l'Italie avait une fonction, et c'est sa fonction sur le plan cosmique. On avait commencé à parler de la France aussi, mais c'était la fin de la cassette. La France est un territoire extrêmement important dans l'équilibre psychologique de l'Europe, parce que la France représente la pointe de la culture européenne, donc automatiquement la France représente le point de convergence de l'esprit européen. Bien que les nations européennes n'acceptent pas nécessairement l'hégémonie spirituelle de la France, historiquement parlant, depuis la Révolution française, représente le point, presque la lance de la destinée européenne. Mais, par contre, là où il y a extrêmement de célébral, là où il y a extrêmement d'esprit cartésien, il y a aussi extrêmement de vanité, d'orgueil. Et la France représente un pays où l'orgueil fait partie de la tapisserie psychologique de la nation. Donc, sans l'orgueil, remarquez, j'amène dans le public un nouveau langage. Donc, j'amène de nouvelles idées. Donc, nous ne pouvons pas absorber ce langage ou ces nouvelles idées
avec les anciens moyens psychologiques que nous avions. Donc, si nous parlons de la France, comme je le disais tout à l'heure vis-à-vis de l'Italie, il nous faut réellement regarder la phénoménologie psychique et la fonction de l'orgueil en France. La fonction de l'orgueil français, c'est d'établir en Europe un critère de perfectionnement psychologique à tous les niveaux, autant sur le plan de la science que de la diplomatie. Et ceci est essentiel pour tout continent qui se respecte parce que, à partir de ce centre psychique en évolution, il se crée dans une masse psychique comme la masse européenne une concentration d'énergie puissante qui, éventuellement, au cours de l'histoire, sert à canaliser dans le monde des aspects plus civilisés d'une culture qui représente sur le plan mondial une très grande importance et aussi une grande profondeur. Mais il ne faut pas oublier que la fonction de la France ne peut pas être séparée de la fonction psychique de l'orgueil, parce que si on oublie ceci, on perd contact avec la personnalité de la France. Et en perdant contact avec la personnalité de la France, il nous est difficile de comprendre ces relations interpersonnelles, si vous voulez, entre les autres relations. Et ainsi, nous perdons la capacité de comprendre la politique. La politique doit se comprendre de la même façon que nous devons comprendre les relations humaines. Autrement dit, si nous prenons par exemple l'Angleterre, la fonction psychique de l'Angleterre, c'est de mener à bien en Europe des aspects d'une politique étrangère, parce que l'Angleterre, elle est coupée psychiquement de l'Europe, bien qu'elle fasse partie du continent, afin de maintenir un équilibre entre le centre français de l'Europe, ou le centre germanique de l'Europe, et le centre neutre qu'elle représente cosmiquement, c'est-à-dire sa position géopolitique entre l'Amérique et l'Europe. Donc, la fonction de l'Angleterre, c'est de toujours maintenir une balance entre l'Europe continentale et les États-Unis d'Amérique ou le Canada. Donc, pour faire un travail aussi difficile, l'Angleterre se doit d'être hypocrite. Vous comprenez? D'accord. Il ne faut pas tomber dans le manque de substantialité, il ne faut pas tomber dans les catégories. Parce que si nous tombons dans les catégories, moi je serai obligé de ne jamais rendre public ce que je veux dire. Il y a des choses au niveau des nations, des races, des peuples qui doivent être dites ou qui doivent être écrites. Mais ces choses ne peuvent pas être dites ou écrites sans que les gens puissent réellement les saisir d'une façon objective et non pas d'une façon qui convient à la définition négative ou à l'aspect péjoratif de la parole. En ce qui concerne la Suisse, est-ce que c'est le portefeuille? La Suisse, elle n'a pas commencé encore son initiation mondiale. La Suisse va commencer son initiation mondiale lorsqu'il y aura des troubles en Europe entre les pays d'Afrique du Nord et la Russie et l'Europe et les Amériques, ainsi de suite. Autrement dit, la Suisse a bénéficié pendant des siècles du pouvoir des nations, du pouvoir financier des nations. Les nations ont dû stocker leurs finances en Suisse, les individus qui ont le pouvoir. Donc, il fallait absolument une banque mondiale, c'est normal. Donc, la Suisse est devenue une banque mondiale qui était libre des fléaux guerriers de l'Europe. Et elle est devenue très riche, très puissante, elle est devenue très souterraine. Mais elle ne pourra pas maintenir ce caractère de puissance souterraine indéfiniment parce que aujourd'hui dans le monde, il se produit une nouvelle catharsis, c'est-à-dire que nous sommes en train de découvrir dans le monde que de nouveaux courants puissants, extrovertis, veulent réorganiser la politique mondiale. Et ces courants qui sont de la gauche à la droite, ont une fonction qui est totalement cosmique, une fonction d'ailleurs qui est absolument cachée des vues de l'homme, mais courants qui éventuellement transformeront la Suisse et la rendront plus honnête face aux Nations Unies. Oui, lorsque je parle des Nations Unies, je parle des nations, des peuples unis. Cette puissance financière, cet argent qui représente la Suisse, doit être un jour redistribué dans le monde.
Il y aura une redistribution. Comment cette redistribution sera faite? Ceci fait encore partie des aspects occultes du 21e siècle. Ceci ne peut pas être dit aujourd'hui parce que ce ne serait pas bon, mais il y aura effectivement un changement dans l'ordre des choses concernant la Suisse, comme plusieurs pays en Europe. Mais sa fonction fut extrêmement importante, mais d'un autre côté, la Suisse a servi à permettre au pouvoir évolutif de se protéger contre la haine et contre la misère et contre la rage des peuples en sous-développement. Autrement dit, quand je parle des peuples en sous-développement, je parle de la pauvreté. Pour moi, les peuples en sous-développement, ils existent tout partout dans le monde. Il n'y a pas simplement en Afrique ou en Amérique du Sud. Le sous-développement des peuples est une condition qui fait partie de l'évolution. Il y a du sous-développement au Canada, il y en a aux États-Unis, il y en a tout partout dans le monde. Sous-développement, pour moi, veut dire cet aspect psychologique des nations qui fait en sorte que le pouvoir n'est pas parfaitement organisé en fonction du bien-être de ces nations parce que des individus ou des organismes s'occupent de bénéficier d'un statut privilégié qui rencontre la politique mondiale ou internationale de la Suisse, et ceci un jour sera corrigé parce que les peuples deviennent de plus en plus puissants au niveau de la base et qu'il y aura au cours des prochaines générations de grandes transmutations dans le sang de l'humanité. Alors, si la Suisse représente l'apogée de la conscience matérielle, est-ce que l'Espagne serait le summum de la conscience spirituelle en Europe? L'autre polarité. L'Espagne, en Europe, représente l'organe qui n'a pas encore de fonction délimitative, c'est-à-dire que l'Espagne représente un peu l'amygdale de l'Europe. Qu'est-ce que c'est une amygdale? Sur le plan humain, sur le plan médical, lorsque nous parlons des amygdales, le médecin enlève les amygdales parce que les amygdales ont une fonction que dans le sens de la médecine moderne ou classique, on peut se dispenser de l'amygdale. Mais sur le plan cosmique du corps humain, l'amygdale représente un aspect essentiel dans ce sens que c'est un filtre qui permet à certaines énergies astrales de se concentrer, et d'empêcher, astralement parlant, aux forces vitales de l'homme de se coaguler, c'est-à-dire de créer des espaces dans le corps humain qui seraient affligés par une trop grande pénétration de vitalité. Donc, l'amygdale ou les amygdales ont une fonction psychique ou psycho-occulte chez l'homme que probablement la médecine éventuellement découvrira lorsque la médecine pourra photographier les éthers du corps matériel. Alors, en Europe, c'est la même chose. L'Espagne a une fonction, elle sert de filtre. Et vous remarquerez que en Europe, la guerre en Europe, c'était en 1939, et la guerre civile en Espagne, c'était en 1936. Et déjà, en Espagne, en 1936, il y avait un mouvement qui filtrait les énergies, les égrégores européens et qui prédisposait l'Europe à la guerre. Donc l'Espagne, psychiquement parlant, a été en guerre mondiale avant la guerre officielle mondiale de 1939. Parce que sa fonction comment j'ai appelé ça? Filtre. De filtre déjà était en marche. Vous savez, parler de la personnalité des nations, c'est un œuvre de toute une vie. J'espère qu'un jour j'écrirai dans ce domaine parce que parler de la personnalité des nations, psychiquement parlant ou à partir d'une conscience supramentale, c'est éveiller dans l'homme des aspects de l'organisation psychique, psychologique, collectif d'une nation ou des nations ou de toute la conscience de la Terre. Et c'est absolument inouï parce que lorsque nous entrons dans ce domaine, nous sommes obligés sur le plan mental, intellectuel, de nous séparer égoïquement de notre mémoire pour entrer dans une dimension du savoir qui ne fait pas partie du présent psychologique de l'humanité, mais qui fait partie d'un présent beaucoup plus vaste, le présent cosmique de la conscience de l'homme. Et à partir de ce moment-là, nous nous apercevons que l'évolution de la Terre, l'évolution des nations, est un phénomène qui, pour que l'on s'y intéresse d'une façon sérieuse et d'une façon apolitique, demande que l'homme soit absolument sans émotivité dans le mental et capable de vivre d'un savoir qui n'a aucun sens psychologiquement. Bien qu'il puisse symboliquement être attaché à des preuves historiques qui, dans le passé,
ou contre le tableau du passé puisse nous servir d'éventail de probabilités. Comme, par exemple, ceux qui interprètent Nostradamus aujourd'hui vont dire « Ah, mais il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. » Mais expliquer Nostradamus demain, ah, là, c'est plus difficile. Hein? Bon. Les pays nordiques, Norvège, Danemark, Suède. Les pays nordiques sont les pays qui représentent le tunnel contre lequel, remarquez, je dis le tunnel contre lequel la Russie est empêchée de se créer un déploiement. Autrement dit, la fonction des pays du Nord, c'est une fonction d'alarme. Les pays du Nord sont des pays alarmistes et ils jouissent du privilège de la relation sympathique avec l'Europe, dans ce sens qu'ils sont capables de bénéficier de l'alliance psychologique et politique avec la Russie et avec l'Europe, et dans un même temps, ils représentent l'intérêt européen sur le plan cosmique, parce que la Russie peut difficilement pénétrer dans ce tunnel. Et les Russes essaient de pénétrer dans ce tunnel, et nous avons vu il y a quelques années l'effort des sous-marins russes de rentrer dans les fjords norvégiens, ainsi de suite. Mais ils sont très vifs, ces gens, ils sont très très vifs, ils sont très conscients de la Russie, ils sont très près d'elle, ils sont frontaliers avec elle, et ce sont des peuples qui ont une grande fonction. Ils représentent en Europe un peu ce que la New Line mécanique électronique au Canada représente contre la Russie. Voilà. Parlons de la Russie. La Russie, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Parce que la Russie représente, vous savez, lorsque nous parlons de la Russie, nous parlons d'un peuple extrêmement grand. Donc, lorsque nous parlons de la Russie, il ne faut pas parler de la Russie en tant que peuple. Si nous parlons de la Russie aujourd'hui, nous parlons de la Russie en tant que système politique. Donc, la Russie représente la position totalement extrême de celle des États-Unis. La Russie représente la nation politisée où le pouvoir oligarchique empêche l'individu de se manifester d'une façon créative sur une base d'individuation. Donc, la Russie, cosmiquement parlant, va complètement à l'encontre des lois de l'évolution future de l'humanité. Donc, quelque part, au cours de la prochaine époque, il y aura un craquement en Russie. La Russie devra être craquée. Il devra y avoir une transformation, une transmutation profonde et pluralistique à l'intérieur de ses frontières et de son monde. Parce qu'elle ne peut pas indéfiniment servir les forces astrales qui ont toujours voulu dominer l'homme. Donc, la Russie est la nation qui est la plus rapprochée de la matrix géopolitique occulte de la planète. Elle a une fonction extrêmement importante, la Russie. Si nous la regardons sur le plan politique aujourd'hui avec le Politburo, effectivement, elle représente l'antithèse de l'évolution. Par contre, lorsqu'elle aura craqué, elle deviendra une grande nation, parce qu'à ce moment-là, les hommes, les Russes, les peuples adjacents, qui sont mus par une extrême ferveur de développement, amèneront au monde, à la terre entière, de très grandes choses, de très grands bénéfices, mais ceci sera en relation avec une amitié créée d'une façon extrêmement occulte avec les pays de l'Ouest. Mais en attendant, nous vivons aujourd'hui dans le monde la tension de la Russie et des États-Unis, parce que nous sommes à l'ère de l'Apocalypse, c'est-à-dire à l'ère de la révélation. Donc, nous sommes à une période où l'homme, l'humanité, karmiquement parlant, doit vivre une très grande insécurité. Et l'organisation politique russe est organisée, elle est structurée idéologiquement de façon à créer dans le monde cette perpétuelle tension entre les États d'Amérique et elles-mêmes. Ça fait partie du karma des nations, ça fait partie de l'ordre des choses. Il y aura changement au cours de la génération qui vient. Et l'humanité sera obligée d'absorber les chocs créés par ces deux grandes puissances en relation avec d'autres puissances que nous verrons se développer au Moyen-Orient. Et nous découvrirons alors que, autrement dit, ceux qui comprendront un peu plus la politique mondiale sur le plan occulte de sa forme, comprendront effectivement que la Russie
a un grand rôle à jouer dans l'évolution du monde, un peu comme les États-Unis. Nous avons certaines tendances à préférer le mouvement américain, le mouvement constitutionnel américain à cause de la liberté tactique qui est donnée à l'individu, ainsi de suite, comme en Europe d'ailleurs. Nous avons été témoins historiquement de cette tendance en Russie de dominer le mouvement de l'individualisation chez l'homme. Donc, en général, les peuples qui bénéficient d'une certaine assurance économique vont avoir tendance à se lier d'amitié avec les idéologies de la droite que nous retrouvons, ou du centre, que nous retrouvons, les idéologies libérales que nous retrouvons en Europe, aux États-Unis, au Canada. Alors que les peuples qui souffrent, les peuples qui sont encore en voie qui sont sous-développés, en Afrique, en Amérique du Sud, ainsi de suite, ou en Asie, ces peuples-là n'ont rien à perdre. Ces peuples-là, d'abord, sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'information, ils n'ont aucune possibilité de se créer une infrastructure psychologique pour réellement mesurer l'évolution des nations, ou le bien-être des nations, ou le bien-être, ou le bien fondé d'une politique ou d'une idéologie. Donc, ce sont des peuples qui peuvent être facilement amenés à aller dans une direction plutôt vers la gauche, autrement dit contre le pouvoir capital et plus vers le pouvoir du prolétaire. Mais ce sont des illusions fondamentales. Et l'illusion, elle est remarquablement démontrée aujourd'hui par le retour de la Chine au sein de l'amphithéâtre capitaliste. La Chine est probablement le seul pays au monde où le marxisme communiste, a réellement bénéficier le peuple chinois dans ce sens qu'il y a eu suffisamment de sagesse en Chine pour que le gouvernement ou ceux qui gouvernent ne souffrent pas en perdre l'équilibre de cette tendance à vouloir dominer le monde. Ce qui a sauvé la Chine, c'est que la Chine ne veut pas dominer le monde, tandis que ce qui transpire de la conscience russe, soviète, idéologique, c'est qu'il y a derrière le mensonge idéologique une tendance et un vouloir historique à longue échelle d'amener la Terre sous une même fraternité. Et ceci est une illusion parce que les tendances politiques, idéologiques de l'évolution seront fracassées à partir du moment où la régence planétaire aura pris le contrôle de l'évolution de la planète sur le plan de la conscience politique, économique, scientifique, spirituelle, idéologique au cours du 21e siècle. Mais l'évolution est très puissante, les peuples sont absolument enracinés à l'intérieur d'elle et nous ne pouvons pas blâmer ces hommes parce que ces hommes, dans le fond, ont de bonnes intentions, mais ils sont voilés et ce voile sert à déterminer l'évolution karmique de l'humanité d'aujourd'hui et les hommes doivent subir le karma et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes arrivés à un point où il est extrêmement important pour les peuples d'avoir une très profonde connaissance de la réalité qui se cache derrière les aspects purement illusoires, karmiques, planétaires, astraux qui invitent l'homme à penser à partir des impressions extérieures au lieu d'inviter l'homme à parler à partir de sa puissance interne, de sa propre lumière, de sa propre intelligence créative reliée à son double, c'est-à-dire à cette dimension ultimement universelle de lui, qui fera demain, au cours de les prochaines évolutions, des hommes identiques à lui-même, parfaitement équilibrés dans leur identité et capables de comprendre de façon synthétique, de façon unifiée, la pluralité des complexes de la conscience planétaire. De ce point de vue-là, qu'est-ce qui se cache en arrière-plan, qu'est-ce qui se trame au Moyen-Orient? Par exemple, le Liban. Bon, ce qui se trame au Moyen-Orient, c'est ceci, c'est que la religion est en fait utilisée par le pouvoir astral, encore chez les peuples sous-développés. Remarquez que vous ne pourrez jamais comprendre la politique si vous ne comprenez pas le pouvoir de l'astral sur les peuples sous-développés. La religion sera utilisée par les forces astrales pour phanétiser ces peuples, c'est-à-dire pour fouetter dans leur conscience un sentiment dans lequel ils croiront avec une très grande ferveur, avec une très grande volonté, et toujours regardant la position idéologique de la Russie, c'est-à-dire ce maître de l'échec
politique. Les Russes sont des maîtres de l'échec politique. Les Russes ont toujours les pièces blanches. Les nations occidentales ont toujours les pièces noires, parce que les Russes sont toujours à l'attaque, les nations occidentales toujours à la défense, parce que les nations occidentales ont à défendre un patrimoine, alors que les Russes ont à développer un nouveau domaine. Donc, ils utiliseront les nations arabes, qui sont extrêmement ferventes, extrêmement religieuses, qui éventuellement deviendront extrêmement fanatisées, bien que ces nations soient extrêmement rusées. Mais vous ne pouvez pas être trop rusé contre les Russes parce que les Russes ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir des armuriers, alors que les nations arabes n'ont que le pouvoir de l'or noir. Donc, le pouvoir de l'or noir leur permettra d'acheter de l'armurier, mais l'armurier n'est pas stupide parce qu'il fait partie de la grande puissance, donc lui a aussi intérêt à maintenir un certain équilibre sur le globe. La Russie d'aujourd'hui n'est pas la Russie d'antan, elle n'est pas la Russie stalinienne, elle n'est pas la Russie des années 20. Donc, c'est une Russie qui s'est extrêmement sophistiquée sur le plan de la diplomatie, et ce n'est pas la Russie de Khrouchtchev, bon, avec le soulier aux Nations Unies. Bon. Alors, donc, la Russie devient sophistiquée, comme les États-Unis deviennent de moins en moins naïfs. Donc, il se développe une sophistication au niveau de la politique. Et voilà que le jeu de l'Arabie vient donner à la Russie la chance de déséquilibrer le monde occidental en donnant des armes à des peuples qui sont extrêmement fugueux, racés, des peuples qui croient profondément, et j'ai déjà dit que la croyance, c'est la mort de l'homme, c'est la mort de l'esprit de l'homme, et c'est la victoire de la mort sur la terre. Donc, ces peuples croiront, et la Russie, elle, qui est athée, se servira de ces peuples tant qu'elle ne pourra, et ces peuples ouvriront, par les événements, des conditions permettant à la Russie d'entrer en jeu en Europe, ainsi de suite. Alors, c'est un mouvement orchestré, c'est un ballet cosmique absolument extraordinaire, mais aussi dans un même temps épouvantable. Mais il fait partie de l'évolution de l'humanité. Il doit y avoir chez l'homme de la Terre un craquement. L'homme doit en arriver un jour à réaliser que sa conscience intellectuelle, sa raison, que le produit de son évolution cérébrale, ou le produit de son évolution progressive, ne fait pas partie de l'évolution de l'homme, il fait partie de l'évolution de l'humanité, mais qu'un homme nouveau vient, et qu'un homme nouveau doit donner naissance à une race nouvelle, comme l'ont fait les Atlantes, comme l'ont fait les Lémuriens, et que cette race nouvelle ne sera pas de couleur, elle sera totalement cérébrale, psychique d'un autre ordre, elle sera dotée de pouvoir de la lumière, c'est-à-dire que l'homme pourra, au niveau de sa mentation, réorganiser et réactualiser le contact entre les nations, et aussi redonner à la conscience de la Terre une nouvelle évolution dans des conditions qui seront totalement occultes pour l'homme, pour les pays sous-développés, pour l'homme de la rue, occultes dans ce sens que ces hommes seront trop évolués pour pouvoir être compris, mais ils seront suffisamment évolués pour pouvoir rendre, pour pouvoir donner, pour pouvoir exercer sur la Terre, occultement, le pouvoir politique au cours des prochaines années, des prochains siècles. Mais toujours à l'insu de la conscience planétaire en évolution et en réorganisation systémique. Le rôle et la fonction d'Israël. Israël, quel peuple? Israël, la position géopolitique d'Israël a été prophétisée par les voyants il y a 2000 ans, 3000 ans, par ses pairs. Donc, Israël a finalement retrouvé sa terre, mais elle n'a pas pu conquérir sa terre sans difficulté, parce que Israël, ou le peuple juif, est un peuple initiatique. Donc, le peuple juif a toujours eu, pendant des siècles, une mission cachée, voilée à la plupart de ses adeptes, mais une mission qui avait la fonction de maintenir dans le monde une certaine tension entre les nations, mais une tension souterraine, c'est-à-dire le peuple juif, de par sa vibration, était un peuple choisi, c'est-à-dire un peuple qui devait amener dans le monde une semence, mais une semence tellement petite, tellement peu puissante, mais qui avait perdu son pouvoir
à partir du moment où elle fut donnée à ce peuple, mais cette semence fut gardée dans l'esprit du peuple, elle fut gardée dans la Kabbale, elle fut gardée dans ses enseignements. Cette semence n'a jamais réellement profondément servi au peuple lui-même, mais elle a servi à l'évolution de l'humanité. Donc, la fonction du peuple juif, c'était occultement de servir à l'évolution de l'humanité. Et si nous regardons l'évolution judéo-chrétienne, si nous regardons l'évolution de l'Europe, si nous regardons l'évolution de l'Amérique, l'organisation des infrastructures économiques, l'organisation des infrastructures politiques, nous voyons que le peuple juif a donné à l'humanité extrêmement, autant sur le plan cérébral que sur le plan de son sang avec les nazis. Et il y a encore au niveau des nazis et le peuple juif une très grande relation astrale, cosmique, parce que les nazis et le peuple juif sur le plan cosmique, astral des Atlantes représentaient des rivalités. Les Allemands, les entités allemandes pendant la période atlantéenne servaient les parties nordiques de ce grand continent. Les Juifs servaient les parties inférieures du sud sur ce grand continent. Et il y avait toujours une sorte de tension entre ces deux régions du continent Atlante. Et nous avons revu avec Hitler cette résurgence des forces astrales à travers des individus qui, comme toujours, représentent la canalisation des forces sur la Terre tant que les hommes ne seront pas arrivés à un niveau de fusion où ils seront absolument libres de ces forces sur leur conscience individuelle. Donc, le peuple israélien est un peuple qui n'a pas encore fini sa lutte, mais qui a tellement manifesté sa puissance de vie qu'aujourd'hui, l'intention guerrière des peuples islamiques commence à se diriger vers l'Europe et mettre de côté Israël. Pourquoi? Parce que l'Israël a démontré pendant la guerre de 6 jours, ainsi de suite, elle a démontré sa détermination à demeurer là. Et même aujourd'hui, hier, Arafat disait qu'il était prêt à commencer à regarder ou à mettre d'avant la proposition 242. Donc, il y a énormément de choses sur le plan israélien qui valent la peine d'être regardées, mais toujours avec un œil objectif. L'homme conscient, l'homme qui sait, l'homme qui regarde l'évolution de la Terre à partir d'un œil qui ne fait pas partie de l'intellect, ne peut pas perdre d'objectivité et il ne peut pas se mettre dans le dos les nations, parce que chaque nation dans le monde a une fonction, parce que la Terre est enfin un corps mystique. Et si nous regardons la politique des nations à partir de ce plan, nous nous désengageons naturellement politiquement de l'enchevêtrement relationnel ou international d'une conscience planétaire qui est absolument incapable de résoudre les problèmes de l'humanité parce que ça fait partie du karma des hommes. Mais d'un autre côté, nous sommes capables de regarder l'évolution de l'homme, de la terre, des nations, des peuples, avec un regard qui est sûr et qui, effectivement, au cours des années, nous donne la raison de ce savoir qui fait partie non pas de l'homme, mais de sa partie ultimement universelle. L'Afrique centrale et l'Afrique du Sud avec le problème d'apartheid. L'Afrique du Sud, c'est un pays qui est extrêmement important sur l'échiquier mondial des années qui viennent, parce que l'Afrique représente, cosmiquement parlant, remarquez, l'Afrique représente, cosmiquement parlant, ce que je pourrais appeler le capitalisme fasciste. Autrement dit, l'Afrique, elle épouse les doctrines oligarchiques d'une composition politique européenne du XXe siècle, et dans un même temps, elle bénéficie de sa jonction économique avec les pays, avec l'Europe, avec l'Angleterre, avec les États-Unis, ainsi de suite, et elle a un problème qui lui est particulier, celui d'avoir donné naissance à une économie politique blanche dans un encadrement de pays absolument sous-développés appartenant à une race opposée en intention ou une race incapable de remplir le rôle socio-politique économique qu'elle s'est donné de remplir après la guerre des Boers. Donc, l'Afrique du Sud, aujourd'hui, doit être regardée comme représentant l'élément en Afrique qui sera utilisé par les forces africaines du Nord pour se donner l'élan de guerre contre l'Europe.
C'est comme si l'Afrique sera utilisée comme le bouc émissaire pour donner raison aux peuples qui ont une ardeur ou une fureur révolutionnaire, que cette fureur révolutionnaire soit d'ordre simplement politique ou qu'elle soit d'ordre spirituel comme elle le sera sur le plan de l'islam. L'Afrique sera utilisée pour commencer à fouetter cette ardeur. Donc l'Afrique fait partie de la symbiose moderne, elle fait partie du mouvement qui vient, et ces chefs sont absolument incapables d'empêcher ce mouvement parce que tous les hommes de la Terre qui font partie de l'évolution sont liés au monde de la mort, et le contrat avec lequel nous sommes liés au monde de la mort, alors que nous faisons partie de l'évolution, est un contrat que nous devons amener à terme, parce que pour briser la mort sur la vie, pour briser le pouvoir de l'astral sur la conscience de l'homme, il faut avoir une conscience de sa propre lumière, il faut avoir une conscience de sa propre réalité, et ceci ne fait que commencer à la fin du XXe siècle. L'Inde a la troisième génération de la famille Gandhi et s'est démêlée avec le Sri Lanka, etc. L'Inde est une nation qui est vouée à la déchéance, parce que, en tant que nation, elle est complètement astralisée par une spiritualité désuète, c'est-à-dire une spiritualité qui ne sert pas le pouvoir politique, au contraire, elle dessert le pouvoir politique, mais une spiritualité qui est tellement profondément enracinée dans le psychisme de ce peuple, de cette nation, qu'il est absolument impossible pour le peuple hindou de se détacher de cette forme spirituelle grotesque qui fait partie de son ancienneté tribale. Et c'est à cause de la spiritualité en Inde, je ne parle pas de la fine spiritualité hindoue, Aurobindo, le haut bouddhiste, ainsi de suite. Je parle de cette sorte de spiritualité décadente. Cette spiritualité décadente, elle est responsable pour l'amortissement de la vigueur hindoue, elle est responsable pour l'incapacité hindoue, et elle est responsable aussi pour maintenir constamment le peuple hindou dans une relation fiévreuse entre le plan matériel et le plan astral. Tellement que le peuple hindou, surtout le bas peuple, est un peuple qui pourra facilement dire à un occidental, écoutez, la situation dans laquelle nous sommes fait partie de notre karma, nous devons épouser cette situation, ça fait partie des lois de cycle, et ainsi de suite. Donc, le peuple hindou n'a aucune volonté. Et c'est l'absence de volonté qui a fait de ce peuple ce qu'il est aujourd'hui, mais de l'autre côté, le peuple hindou a représenté pendant des siècles, pour des raisons de développement exponentiel du cérébral occidental, il a représenté une porte, un espoir quelconque à l'homme occidental qui s'était un peu trop bourré le crâne avec des données matérialistes et cartésiennes. Donc, les hommes occidentaux ont regardé vers l'Inde pour essayer de trouver un peu le parfum de la vie et l'espoir d'une autre dimension de la réalité. Et il y a eu des maîtres hindous qui sont venus vers l'Europe, vers les Amériques, certains qui ont été honnêtes, d'autres qui ne l'ont pas été. Donc, tout ceci fait partie de l'astralité hindoue. Et il est impossible aujourd'hui au gouvernement hindou de faire quoi que ce soit pour changer la situation d'une façon fondamentale. Ce qu'il y aura au cours du 21e siècle, au cours des générations qui viennent, je ne peux pas le dire, mais il y aura suffisamment de tremblements dans la conscience de la Terre pour éliminer de la surface de la Terre un trop grand nombre d'hommes, d'êtres, une trop grande population qui empêche et qui alourdissent la conscience planétaire. Je ne peux pas aller plus loin que ça. L'Amérique latine avec l'Argentine, le Brésil, le Mexique. L'Amérique latine est encore aux prises avec l'impotence, l'incapacité de prendre des décisions que lui a léguées l'Espagne, le Portugal. Ce sont des territoires qui restent à développer.
Ce sont des territoires qui deviendront puissants économiquement au 21e siècle. Ils n'ont pas encore commencé à exploiter leur créativité. Ils ont énormément de génie. Ils ont énormément de richesses. Ils sont suffisamment loin de l'Europe pour ne pas souffrir des conflits qui sévèreront en Europe. Mais ce sont des peuples qui, au cours du 21e, 22e siècle, représenteront le pouvoir économique, représenteront la grande manufacture, représenteront le grand élan nouveau d'une économie nouvelle, ainsi de suite. Mais ce qui les empêche présentement de s'accorder, c'est que chaque nation de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique centrale représente un peu comme le fils bâtard de l'Espagne. Et on sait qu'en général, entre bâtards, on ne s'entend pas. Parce qu'entre bâtards, on ne peut pas avoir accès à une sorte de légitimité. Donc, les pays d'Amérique du Sud n'ont pas vraiment de légitimité. Lorsque je parle de légitimité, je veux dire qu'ils n'ont pas la puissance caractérielle de nation. Ils sont simplement des peuples, ils ne sont pas des nations. Et là où un peuple devient une nation, c'est là où un peuple est capable de s'affranchir du mouvement périodique ou de l'instabilité de ses constitutions. Un peuple qui devient nation est un peuple qui se donne une constitution et qui est capable de garder cette constitution contre tous les vents, contre toutes les tempêtes, à partir du moment où cette constitution a été écrite ou donnée au peuple par des pères qui représentaient réellement l'élément sublime de l'esprit de ces nations, l'élément sublime de l'esprit des peuples, que cette constitution, au cours des âges, devrait servir. Un peu, par exemple, comme la constitution américaine, qui a permis d'intégrer le peuple noir, qui a permis de changer énormément de facettes, mais qui, à cause de l'évolution aussi, et des lois de l'évolution, ont fait de l'Amérique un peuple où la liberté est devenue son ennemi. La trop grande liberté. Les pays dits non alignés comme Cuba, Nicaragua, la Libye, etc., ce groupe. Les pays non alignés seront les pays qui s'aligneront avec la gauche. La raison pour laquelle les pays non alignés aujourd'hui demeurent non alignés, c'est parce qu'ils ne veulent pas perdre le privilège de l'importation soit de capital ou d'aide venant des deux puissances. Donc, les pays non alignés sont des pays qui représentent un milieu, mais un milieu qui jouit d'un pouvoir préférentiel, d'un milieu qui peut jeter son poids dans cette direction ou dans cette direction selon les vents économiques ou politiques. Donc, les pays non alignés ont une grande fonction parce que effectivement, ce sont ces pays qui, éventuellement, feront aller la balance dans une direction ou dans une autre, selon la situation, selon l'atmosphère qui se développera entre la Russie et les États-Unis. Les États-Unis ont une très grande responsabilité face au monde, c'est-à-dire que les Américains doivent commencer à comprendre que les peuples ne pensent pas tous comme eux. Ce n'est pas parce qu'en tant qu'Américains, ils ont une grande constitution que les peuples pensent comme eux. Et ceci fait partie de la naïveté de l'Amérique, et c'est dommage parce que nationalement, spirituellement, l'Amérique représente le plus grand peuple de la Terre, et d'un autre côté, à cause de sa naïveté, c'est un peuple qui a tendance à se faire montrer du doigt, et il se fera montrer du doigt tant que ses chefs ou ses délégations ou ceux qui le représentent n'auront pas suffisamment d'humilité nationale pour regarder au-delà de leurs frontières et de réaliser que les peuples de la Terre représentent différentes personnalités et que la Terre est une famille et que dans une famille, il ne peut pas y avoir indéfiniment de chef. Il faut que tous les êtres grandissent pour former inévitablement une collectivité politique, économique qui est capable de faire la gestion de ce que la Terre peut donner à l'homme pour permettre que les nations, au lieu de se séparer en territoires, en régions, deviennent réellement des confraternités. Il nous reste 2 minutes pour voir peut-être, pour survoler le Japon et l'Australie. J'ai beaucoup de choses à dire sur le Japon, donc les 2 minutes seront passées. Est-ce que vous aimez cette musique? Vous n'aimez pas? Vous n'aimez pas? Parce que je l'ai choisi pour vous. Vous n'aimez pas cette musique?
Vous verrez. S'il y en a plus qui l'aiment, bon, on va être démocratique. S'il y en a plus qui l'aiment pas, on changera. L'Australie. Il y a beaucoup à dire sur l'Australie. Donc, je vais finir de quelques minutes. L'homme demain comprendra la politique à partir du moment où il se séparera de son intellect, c'est-à-dire qu'il se séparera de sa mémoire et qu'il commencera à percevoir le mouvement des nations en fonction de ce qu'il sait et non pas en fonction de ce qui lui est dicté de l'extérieur. L'homme ne peut pas comprendre la politique s'il s'allie idéologiquement, soit à la Russie ou soit aux États-Unis. L'homme doit être libre de l'idéologie, parce que l'idéologie fait partie du pouvoir de l'astral contre le mental de l'homme. Donc l'homme ne peut pas comprendre la politique s'il est allié idéologiquement à une nation ou une autre. S'il se sépare, s'il s'élève au-delà de l'idéologie, ensuite il peut regarder objectivement les États-Unis, la Russie, les peuples du Moyen-Orient, les peuples d'Asie, et comprendre leur interrelation et voir, parce que la politique, dans les 10 prochaines années, 15 prochaines années, elle fera partie de la vie des hommes. Autrement dit, jusqu'à aujourd'hui, nous avons pu dire « Ah, mais la politique, moi, ça ne m'intéresse pas. La politique, c'est ça. La politique, c'est ceci ou c'est cela. »